Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'imbroglio politique se poursuit en Guinée-Bissau. Une importante délégation de décideurs politiques, d'experts électoraux et de juristes est attendue à Bissau pour tenter de dénouer la crise post-électorale. Les négociations autour de la construction du barrage de la Renaissance, toujours dans l'impasse. Intransigeante sur sa position, l'Éthiopie poursuit son projet. Une campagne de financement par SMS a été lancée et ouverte à tous les citoyens. Et puis, contrat rempli pour le gouvernement congolais. Le président Denis Sassou Nguesso a inauguré ce vendredi la route Sembe-Swankintam, reliant le Congo au Cameroun. Projet qui s'inscrit dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Mais tout d'abord, la disparition d'Adamou Dam Ndioya, le fondateur et président de l'Union démocratique du Cameroun, parti d'opposition, est décédé ce samedi 6 mars à Yaoundé des suites de maladies. Âgé de 78 ans, il était une figure de la vie politique camerounaise, candidat malheureux aux élections présidentielles de 1992, de 2004 et de 2011. Il était absent de la scène politique depuis quelque temps. L'une de ses dernières apparitions publiques remonte à avril 2019. À noter qu'au terme des élections législatives et municipales du 9 février 2020, son parti a décroché 4 sièges à l'Assemblée nationale sur 180 et contrôle désormais 6 des 9 communes que compte le Noun, son département d'origine. La contestation du résultat de la présidentielle du 29 décembre 2019 a plongé la Guinée-Bissau dans un invraisemblable feuilleton politique et malgré les multiples appels au respect de l'ordre constitutionnel, Umaro Sissoko Embalo, qui s'est auto-investi président, a nommé son gouvernement. Une délégation de la CEDEAO est attendue à Bissau ce lundi 9 mars pour tenter de dénouer la crise. Plus de précisions avec Siamlo Victoria Sedji. La Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest en médiateur en Guinée-Bissau. Une mission de haut niveau de l'institution sous-régionale est attendue ce lundi 9 mars. La délégation doit rencontrer la Cour suprême de justice et la Commission électorale nationale pour tenter de désamorcer les tensions montées d'un cran depuis jeudi 29 février. Habilité à valider les résultats du second tour du scrutin libéré par la Commission électorale nationale, la Cour suprême garde toujours le silence. La CEDEAO peut orienter ses réflexions sur la mise en place d'un accord politique global consensuel qui va créer une transition pendant une période de 3 années qui sera dirigée par le président actuel Embalo Sissoko et le Premier ministre viendra également du parti de PRA. Malgré les appels à la retenue lancés par la CEDEAO, la Guinée-Bissau est finalement entrée en crise post-électorale depuis l'investiture de 2 présidents, l'un et l'autre s'estimant légitimes. Déclaré victorieux sur Domingo Simoes Pereira, Umaro Sissoko Embalo, non encore légitimé par la Cour suprême, a déjà présidé son premier conseil des ministres mercredi 4 mars. Embalo Sissoko, lui, remet en doute même la crédibilité aujourd'hui de la Cour suprême et ancien général de l'armée bissau-guinéenne. Et l'armée aujourd'hui a pris fait cause pour lui. Donc je pense que le rapport de force en Guinée-Bissau sera très déterminant. Au-delà même de la mission diplomatique de la CEDEAO. Déjà, par anticipation, le fait d'avoir reconnu déjà Embalo Sissoko, avant que la procédure normale de reconnaissance ait entérimé les voies, la CEDEAO a commis une faute diplomatique. La CEDEAO effectuera une mission à haut risque. Le 2 mars, la CEDEAO a dénoncé une situation chaotique d'insécurité institutionnelle et politique dans laquelle la Guinée-Bissau est plongée. Jeudi 5 mars, le Conseil de sécurité de l'ONU a lui aussi appelé au respect du cadre constitutionnel au lendemain d'une réunion à huis clos tenue à l'initiative du Niger. Alors que les négociations bloquent, l'Éthiopie avance. Elle avance dans les travaux de construction du barrage de la Renaissance. Un fonds de collecte communautaire a été lancé pour le financement de l'infrastructure. Le début du remplissage du réservoir a lui été annoncé pour juillet 2020. Les détails avec Ange Bijou Nomenio. L'Éthiopie veut terminer la construction du barrage de la Renaissance. Elle a de ce fait lancé un programme de collecte de fonds pour soutenir la finition du projet. Le remplissage du barrage de la Renaissance commencera en juillet, tandis que l'achèvement de l'ensemble du projet est prévu pour 2023. L'Éthiopie a besoin d'énergie. Cette énergie dans cette zone quasi désertique, ne peut venir que de l'eau. On se rend bien compte que cette source est nécessaire
pour les Éthiopiens afin de pouvoir, je dirais, capitaliser sur leur ambition industrielle. La construction du barrage de la Renaissance s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre l'Éthiopie et l'Égypte. Les deux pays n'arrivent pas à s'entendre sur le bien fondé d'un tel projet. Pour l'Égypte, la construction du barrage pourrait avoir un impact négatif sur l'approvisionnement en eau du pays. L'exploitation de cette ressource en fonction de ce barrage de la Renaissance pourrait, à un moment de grande sécheresse ou non, créer sans doute des tensions. Mais si nous avons déjà aujourd'hui un accord qui permet de mettre en place un modus operandi, à ce moment-là, ça permet quand même d'atténuer des tensions, mais je ne pense pas que les tensions disparaissent parce que la déréglementation climatique pourra faire en sorte qu'à un moment donné, certains ou l'un des pays qui se sentent plus puissants, notamment l'Égypte aujourd'hui, puissent parfois avoir des velléités de reprendre la main sur le Nil que l'Égypte a toujours eu depuis plusieurs années. L'Égypte et les États-Unis ont demandé à l'Éthiopie de ne pas commencer à remplir le barrage sans accord préalable. Mais le ministre éthiopien de l'eau a justement annoncé que la procédure débutera en juillet avec une première production d'électricité en février 2021. Objectif manqué pour les autorités congolaises. Les régies financières n'ont mobilisé qu'environ 400 milliards de francs congolais en janvier 2020. C'est beaucoup moins que les assignations fixées dans le budget. Et si cette tendance se poursuit, eh bien la République démocratique du Congo ne sera pas en mesure d'atteindre ses objectifs budgétaires. Explication dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. Les recettes de l'État réalisées en janvier 2020 ont été d'environ 420 milliards de francs congolais, équivalent à moins de 300 millions de dollars américains, ce qui amenuise les capacités d'atteindre les objectifs budgétaires 2020 tels que prévoit la loi des finances promulguée par le chef de l'État. Et si vous faites une projection annuelle, vous n'atteignez même pas 5 milliards de dollars à la fin de l'année. Est-ce qu'un budget de l'État peut compter à plus de 50% sur les ressources extérieures? Ça, c'est exceptionnel, mais je pense que le budget de l'État doit être fondamentalement fondé sur des ressources intérieures dont on a le contrôle total. Le budget de l'État a d'abord été fixé à 7,2 milliards de dollars. Il a par la suite été revu à la hausse pour se fixer à 16,9 milliards de francs congolais, soit 10,2 milliards de dollars venant de 6 milliards de dollars en 2019. Au regard du Congo Challenge et d'autres institutions crédibles comme le Fonds monétaire, le budget de l'État 2020 est très volontariste, certes, mais totalement irréaliste. Les fonds monétaires avaient déjà prévu que le revenu réel de la RDC atteindrait environ 6,32 milliards pour cette année 2020. Hormis l'épineuse problématique des mobilisations des recettes, les ralentissements de la production minière, notamment le cuivre et le cobalt, est un autre facteur, note le rapport de Congo Challenge, cabinet d'études et d'analyse économique. L'apparition du coronavirus qui ravage la Chine, l'un des principaux acheteurs de ces matières, n'est pas sans impact sur le budget selon les analystes. De l'autre côté de la rive, en République du Congo, le gouvernement passe de la parole à l'acte. Le président Denis Sassou Nguesso a officiellement mis en service ce vendredi 6 mars la route Sembe-Swanké-Tam qui relie le Congo au Cameroun, financée à 80% par la Banque africaine de développement et à 20% par l'État congolais. Ce tronçon long de 143 km se veut un instrument d'intégration sous-régionale. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Romaric Sakwe est un habitué de la route entre le Congo et le Cameroun. En provenance de Douala et en route pour Pokola au nord du Congo, il est stationné à Swanké depuis 2 jours en attente d'une autorisation de circuler. Il a reconnu l'opportunité que représente cette route de l'intégration sous-régionale qui relie les deux pays. On est fiers de comment on trouve la route comme ça. Nous-mêmes les chauffeurs et transporteurs, nous sommes fiers puisque c'est moins du temps aussi pour arriver. Mais par rapport aux difficultés, il y a beaucoup de contrôles qui nous mettent aussi mal à l'aise. Surtout des autorités qui voient les papiers, mais ils disent que ce n'est pas conforme. Ils nous perdent en temps. Mais quand même, on parvient à s'entendre
Romaric parcourt toujours régulièrement la distance entre Douala et Pokola en 3 jours. La mise en service officielle du tronçon routier Sembe-Swankentam, long de 143 km avec une bretelle de 17,8 km sur Alati, par le président congolais Denis Sassou Nguesso, participe à la construction du corridor 29 entre Brazzaville et Yaoundé. La Banque africaine de développement a prêté 80 milliards de francs CFA au Congo, qui a apporté 20% pour la réalisation de ce tronçon. La route Sembe-Swankentam est dotée d'une chaussée bidirectionnelle de 7,50 m avec des accotements de 2 mètres de part et d'autre de la chaussée. Ceci est en rase campagne. Des trottoirs d'1,50 m de large en agglomération, dégagés effectivement par des voies lentes pour gros véhicules sur les montées importantes. 753 travailleurs, dont 491 Congolais, 32 Camerounais, 39 Centrafricains et 24 Congolais de la RDC, ont été mobilisés par l'entreprise Sino-Hydro Tianjin Engineering Corporation et la mission de contrôle SIRA. Le projet d'aménagement et de bitumage de la route Ketantam est né de la volonté des chefs d'État de relier par voie terrestre les villes de Yaoundé et Brazzaville. Dans le reste de l'actualité, le coronavirus qui gagne du terrain sur le continent africain. 9 pays sont à présent concernés. Le principal secteur à subir de plein fouet les conséquences de cette épidémie, c'est le secteur du tourisme, puisque malgré les mesures de prévention, les annulations de voyages s'enregistrent en cascade. On fait le point tout de suite avec Thierry Ndassa. Le safari, l'une des activités touristiques les plus répandues en Afrique de l'Est, pourrait voir ses activités perturbées par le coronavirus. Selon la plateforme Safari Booking, le plus grand marché en ligne de safari, environ un quart des opérateurs ont enregistré une baisse de 75% des réservations. Seulement 14% des opérateurs n'ont signalé aucune baisse et pour eux, les affaires ont continué. C'est un coup dur pour l'industrie et les nombreuses réserves phoniques qui dépendent de ses revenus. Tout dépendra de la manière dont cette épidémie sera maîtrisée et contrôlée aussi bien au niveau individuel de chaque pays qu'au niveau international, au niveau de l'OMS. Donc il faudra voir globalement l'évolution de cette épidémie pour juger de la longueur ou alors du temps d'impact que pourra avoir cette épidémie sur les économies africaines. Mais des conséquences à court terme, oui. Les opérateurs de tourisme sur le continent s'attendent d'ores et déjà à une saison touristique 2020 difficile. Un nouveau coup dur porté à ce secteur qui, dans certains États, a essuyé des crises politiques ou sécuritaires. Plusieurs pays n'ont jusqu'ici pas de cas confirmés du virus, mais la peur d'une potentielle contamination semble avoir un impact négatif direct sur les activités touristiques. La première conséquence est liée au commerce international parce que la Chine, qui est le pays le plus touché, commerce majoritairement avec les pays africains. Donc il pourra arriver que certains produits provenant de Chine ne soient pas disponibles ou alors connaissent une flambée de prix. Pour rappel, sur le continent africain, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc ont connu au moins un cas avéré de coronavirus. Et sachez que le ministère sud-africain de la Santé a annoncé ce samedi l'identification d'un deuxième cas de coronavirus. Il s'agit d'une femme ayant séjourné en Italie au sein d'un groupe de 10 personnes comprenant le premier cas confirmé, arrivé sur le territoire le 1er mars. Toute la délégation est à présent sous surveillance médicale alors que l'Afrique du Sud se prépare à rapatrier dans les prochains jours quelques 180 de ses ressortissants de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie. À noter que plus de 40 cas sont désormais recensés à travers l'Afrique. Sont concernés, outre l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun et le Togo. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.